Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler inbound recruiting et puis plus globalement marque employeur. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Camille, Karim et Adrien. Salut Camille. Bonjour tout le monde. Salut Adrien. Bonjour, bonjour. Oh, la voix robotique, t'as mis une IA dans tes écouteurs ou quoi? Ah bon? Mais je suis une IA. Je suis un programme. T'as un son qui est pas terrible. Salut Karim. Salut Christophe, comment tu vas? Bah ça va, très bien. Bon, je vais laisser Camille un peu se présenter avant qu'on démarre. Pas de souci. Bonjour à tous, Camille Justine, donc je suis responsable marketing chez Le Bon Coin sur la catégorie emploi. Et j'ai 5 ans d'expérience en tant que recruteuse et donc du coup 6 ans chez Le Bon Coin sur cette belle catégorie. Adrien. Bah, on t'entend plus, hein. Attends, qu'est-ce que c'est? Je te relogue. Pendant ce temps-là, on va laisser Karim se présenter. Et ben, ça marche, je prends le relais. Moi, du coup, c'est tonton Karim. J'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way avec 2 missions. La première, c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Et la deuxième mission, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter avec des campagnes d'influence notamment pour les aider à être plus attractives. Top. Et Adrien? On est bon? Ah, super. Allez, donc moi, je suis Adrien, je suis le responsable en France pour Softgarden sur le marché français. Donc c'est un ATS, un logiciel de recrutement, et on fait aussi des sites carrières et différents modules dont on va parler aussi un petit peu plus tard. Top. Alors pendant ce webinaire, on va vous donner un certain nombre de conseils. L'idée, c'était de l'organiser de la façon suivante. La première question qui m'intéresse, c'est comment on définit clairement sa cible. Dans le parcours de recrutement, la première chose à identifier, c'est qui votre cible. La deuxième, c'est comment on l'adresse. Donc on verra basiquement via une offre d'emploi, via de la création de contenu. Et puis on parlera également d'expérience candidat au sens plus large, notamment un sujet qui tient à cœur d'Adrien, c'est le feedback candidat. On y viendra sur la dernière partie. Camille, peut-être pour commencer, comment on définit sa cible? Yes, je vais juste revenir sur la multiplication des canaux de communication au niveau du numérique aujourd'hui font que ça a vraiment bouleversé le marketing aujourd'hui B2B et B2C. Et en fait, c'est un peu pareil sur le monde du recrutement. Et il y a des nouveaux moyens pour attirer les candidats qui existent aujourd'hui. Et pourquoi on parle d'outbound, d'inbound marketing dans le domaine du recrutement? Tout simplement parce qu'en fait, on fait face à un défi qui est de taille. Aujourd'hui, selon certaines études récentes, 61% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises. Donc c'est énorme. L'inbound marketing, à la base, ça permet d'attirer et de fidéliser les clients. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les candidats. D'après notre étude avec NVIDIA, il faut 8 expositions à une marque employeur pour maximiser les chances d'attirer les candidats. 8, c'est énorme aussi. Et c'est pour cela que dans le monde du recrutement, aujourd'hui, on a des pratiques du marketing qui arrivent dans cette quête en fait un peu idéale, du candidat idéal. Sur les techniques qu'on a aujourd'hui, il y a l'inbound marketing. C'est finalement faire venir des acheteurs à soi. Donc ici c'est l'inbound recruiting. Donc c'est attirer les candidats vers soi, notamment en attirant avec une marque employeur forte et saine et efficace, mais aussi à la fois localement et à la fois au niveau d'une marque nationale. L'inbound recruiting, en fait, elle est basée sur les fondations d'une marque employeur et donc du coup la création de contenus qui sont riches et qui attirent les candidats. Elle a pour objectif de finalement se faire connaître la société, ses valeurs, ses forces, mais aussi surtout d'attirer les meilleurs candidats qui sont les futurs employés qui vont aider à faire grandir une société, par exemple.
Aujourd'hui, on a 64% des recruteurs qui utilisent le digital dans leur communication RH, donc c'est bien. C'est plus 14% depuis 2022, donc c'est un chiffre qui a énormément grandi. Mais seulement 39% des décideurs RH qui jugent leur service qui est mature en termes de digital. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, il y a plein de choses encore à faire et plein de choses à découvrir au niveau RH. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on utilise ces nouvelles techniques marketing parce que on a des difficultés à recruter, mais aussi on a besoin de ces techniques maintenant pour les recruter. Ouais, et puis de façon plus vaste, c'est toute la fonction RH qui a revu sa manière de voir les choses, puisqu'aujourd'hui, on considère aussi que le salarié est un client interne. Ça ne s'applique pas uniquement au recrutement, ça s'applique à toute l'entreprise. Exactement. Et donc, du coup, dans cette technique, il y a aussi, donc, dans l'inbound recruiting, il y a définir sa cible. Tu le disais tout à l'heure, Christophe. La notion de persona candidat, elle est centrale dans cette problématique finalement d'attractivité. En fait, sourcer un bon persona, un bon candidat, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais avec un détecteur de métaux finalement. C'est le persona candidat finalement, c'est quoi? C'est créer un portrait robot fictif, mais plutôt réaliste du candidat qu'on a, qui devient le candidat idéal. Ça va permettre de trouver les bons arguments pour le convaincre de rejoindre l'entreprise, donc la phase de recrutement, mais aussi mettre en œuvre les démarches adéquates pour le toucher et pour qu'il reste aussi, pour le fidéliser. Donc, on parlait de feedback tout à l'heure, c'est hyper important parce que du coup, c'est bien de recruter, mais ça coûte énormément d'argent si on recrute mal. Donc, du coup, le feedback de ces candidats est hyper important. Donc, qu'est-ce que c'est ce persona? Alors, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, qu'on dit marketing, persona, candidat. Il ne faut pas non plus discriminer, ce n'est pas du tout l'idée. Au contraire, ça doit servir à la fois le candidat et le recruteur. Donc, faire ce portrait robot, on a mis en place des kits persona qui permettent justement d'identifier le bon persona candidat et donc du coup de l'attirer avec différentes techniques marketing. Évidemment, on ne parle pas de hommes-femmes, d'orientation, etc. On est sur un candidat idéal selon les compétences évidemment du poste, de l'expérience requise et surtout des valeurs qu'il va partager avec finalement la société qui le recrute. Une fois qu'ils sont faits, on prend le poste finalement et on fait plusieurs personas qui vont définir ensuite la cible et comment on l'atteint, quel contenu on va créer, quelle marque, quels sont finalement les points forts de la marque employeur qu'on veut mettre en valeur dans ses créations de contenu ou dans sa communication et même ses publicités, on peut même parler de publicité, RH, qui vont attirer le candidat et le faire à la fois candidater, mais aussi se rappeler de nous. On parlait de 8 expositions à la marque employeur. 8, c'est énorme, mais comment on y va avec plein de techniques qu'on va peut-être évoquer aujourd'hui. Ouais, on va les évoquer, ça tombe bien, tu as fait 8 minutes. Adrien, c'est quoi le persona? Comment tu le définis? Est-ce que tes clients d'ailleurs, parce que toi, tu es un ATS, donc tu as beaucoup de recruteurs de direction RH en face de toi. La question que je me pose, c'est est-ce que ce travail, il est réellement fait au départ? Est-ce que les équipes RH se posent à un moment et se disent, voilà, OK, on a tel job, voilà le profil type qu'on attend? Ou est-ce qu'ils se contentent de faire une job description? Allez, vas-y, envoie. Ouais. Alors... non, je pense que c'est hyper important d'adresser ça d'abord. Tu as raison, de se poser la question, est-ce que déjà c'est une gymnastique qu'on se fait avant de recruter? Est-ce que c'est une discussion ouverte qu'on a en interne? Est-ce que c'est une remise en question qui est faite? Alors, je pense que très honnêtement, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, qui commencent à le faire parce que finalement, c'est des thématiques qu'on aborde maintenant, on va dire, dans les 2-3 dernières années. Depuis Covid, on a été obligé de prendre le sujet à bras-le-corps. Donc, ça se fait, on commence à avoir ces discussions. Mais en réalité, dans les process au sein de... En vrai, on dirait ma fille.
Ouais, mais la réalité, c'est que non, c'est que c'est Ouais. pas encore acquis, c'est pas encore fait parce qu'on en est encore vraiment au balbutiement de ces questionnements-là. Et très souvent, tu te rends compte, nous, on voit que notre point d'entrée principal, typiquement en tant qu'ATS dans les discussions avec les entreprises, ça reste encore, je veux diffuser sur telle plateforme. Parce que quand tu commences à challenger, toi, tu dis, ah ok, donc ça veut dire que tu es sûr que c'est ces plateformes qui te permettent d'avoir le bon candidat. Donc du coup, on reparle de persona, même si ce n'était pas nommé comme ça, mais le bon candidat. Ah non, pas forcément, mais ça, je sais pas trop. Donc, il y a aussi un problème de monitoring et de retour sur leur performance et de vraie visibilité sur ce qui marche pas. Mais c'est un peu en train de changer. Mais c'est vrai que nous, notre point d'entrée, c'est de faire poser cette bonne question-là, tu vois, et de pouvoir avoir, tu diffuses sur une plateforme comme Le Bon Coin, comme d'autres plateformes ou sur ton site carrière. Est-ce que tu sais vraiment d'où viennent les candidats, comment ils viennent, justement, combien de points de contact il y a eu, combien tu en as perdu aussi sur la route, parce que ça aussi, c'est un truc qui est négligé, mais tout ça, on n'en parlait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est hyper important de commencer par ça. Après, pour revenir sur la définition aussi d'inbound recruiting et ce qu'il y a derrière, alors effectivement, ce sont des mots qui sont hyper barbares. Quand on va arriver comme ça avec nos grands sabots et on dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui se fait dans le marketing, c'est génial, inbound recruiting avec que des anglicismes de partout. Mais en vrai, pour simplifier les choses, c'est juste par opposition à ce que tu appelles du outbound. Donc, d'un point A, c'est toi qui vas chercher vers l'extérieur ton chaland, le passant. Et le inbound, c'est plutôt toi qui mets des techniques en place pour que le passant vienne vers toi. Et en fait, les stratégies historiques du recrutement sont basées sur de l'outbound, donc le recruteur qui va vers l'extérieur chercher son candidat. Et jusque-là, c'était assez facile de pouvoir hameçonner tout de suite le chaland. Et peu importe d'où il vient et si ça correspond à ton candidat cible ou pas. Et c'était là un peu la problématique. L'intérêt aussi de l'inbound recruiting dans ce contexte-là, c'est que c'est toi qui définis qui tu vas aller chercher, comment tu vas aller les chercher. Un meilleur ciblage. Et ouais, exactement. Et ton hameçonnage sera plus qualitatif. Donc, en gros, c'est exactement comme dans tout. Travailler plus sur de la qualité que sur de la quantité, surtout dans le contexte actuel où tu as du mal à avoir justement les bonnes personnes, d'inverser un peu le truc, de dire, OK, je trouve pas les gens, mais c'est pas grave. Reprendre à zéro, j'en profite pour faire ce travail sur moi-même en tant qu'entreprise. En gros, j'ai besoin de quel skill set. Après, on peut aussi épiloguer là-dessus, on peut parlementer là-dessus, mais est-ce que vraiment c'est des personnes que tu vas chercher ou est-ce que c'est des skill sets? Donc, ce que disait aussi Camille, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il me faut des femmes, des hommes, des grands, des petits, des noirs, des blancs. C'est pas ça. C'est il me faut telle compétence, tel truc. Et ça fait partie aussi de la persona. Il me faut des ingés, il me faut ceux qui ont telle compétence en développement. Et ça fait partie aussi de la persona. La persona, ce n'est pas forcément sur l'individu, c'est sur ce qu'il me faut et quel type de personne avec tel skill set ou telle appétence pour tel sujet, c'est cela que je vais devoir adresser. Donc, c'est aussi un truc un peu plus large. J'essaye de ne pas faire 8 minutes, j'ai fait 5. Non, mais c'est bien. En plus, ça fait presque plaisir d'entendre ça, d'aller chercher de la compétence plutôt qu'un individu en particulier. Karim, les entreprises, les marques, quand elles t'adressent, elles arrivent avec un persona ou elles te disent bah tiens, j'ai tel job, mets-le en avant? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt j'ai tel job et plutôt j'ai tel job, je galère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut adresser le truc et tout. C'est hyper cool, hein, tout à l'heure, tout ce qu'on raconte, Camille et toi, Adrien. Je pense que c'est vraiment la base aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de ça. Il y a encore quelques années, on était juste full annonce. Tout le monde postait son annonce un peu partout. Puis on attendait de voir un peu ce qui tombait. Et on sent aujourd'hui, effectivement, que ça bouge. Moi, quand les boîtes viennent me voir, déjà, j'aime bien juste qu'on se pose au moins un tout petit peu sur leur proposition de valeur. On appelle ça l'EVP, Employee Value Proposition, pour voir un peu ce qu'ils ont. Et là où je trouve ça intéressant, la proposition de valeur, c'est que ça adresse vraiment deux typologies de personnes. La première, c'est évidemment tes collabs en interne. Hein. Qu'est-ce qu'ils font qui s'épanouissent dans la boîte et qu'ils ont envie de rester. Et puis la deuxième typologie de personnes, c'est les candidats. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont envie de postuler. Donc quand tu me vois bien me voir et me dis voilà, Karim, je galère à recruter en vrai sur tel job, déjà on se pose un peu là-dessus pour réfléchir justement à comment on va adresser le sujet pour pousser du coup les potentiels candidats à postuler derrière. Et du coup, toi, ils viennent te voir pour créer du contenu, mais pour aussi accoler leur marque à toi, à ton image.
C'est ça l'idée. Aussi, je pense qu'il y a un peu deux sujets. Je pense que c'est un peu l'avènement de la vidéo là depuis maintenant plusieurs mois. Ça fait un moment là que ça dure, hein. On est de plus en plus sur de la vidéo. Et ce qui est assez cool, je trouve, avec ça, c'est que du coup, ça permet aux gens, ça permet aux candidats de beaucoup plus se projeter. Moi, je me souviens des annonces d'il y a 10 ans. Bah, juste, tu lisais l'annonce. C'était compliqué en vrai de t'imaginer sur le métier, sur le quotidien. Et le fait aujourd'hui d'avoir de la vidéo, bah, ça permet de beaucoup plus se projeter. Welcome to the Jungle l'a vachement impulsé il y a plusieurs années. Enfin, tu vois, avec justement les annonces augmentées, le fait d'avoir de la photo, d'autres trucs, bah, c'est cool. Et du coup, le fait de faire effectivement ces vidéos, ça permet de se projeter un peu plus dans le quotidien, dans la culture d'entreprise, dans les valeurs aussi. Et du coup, pour les candidats, bah, c'est cool, tu vois. Est-ce qu'on part pas de l'offre d'emploi comme point zéro quand même pour se dire on va faire une campagne sur tel job, voici l'offre d'emploi, dans quel contexte? Est-ce que c'est pas la base quand même de départ de ton travail? Ah bah si, mais de toute façon, là où l'offre d'emploi, ça restera toujours la base, c'est que même si je fais une vidéo, quelque part, elle renvoie à quelque chose. Donc, bah, si ton annonce, elle est pourrie, déjà, par exemple, si ton annonce, elle est naze, bah, on peut faire la meilleure campagne du monde, ça ne changera rien, parce que du coup, derrière, on ne va pas convertir. Tu sais, le dernier point, le dernier step, il faut bien qu'il y ait une annonce quelque part. Si elle est pourrie, bon, bah, du coup... Donc, si l'annonce restera... D'ailleurs, pour moi, on a encore... tu vois, on a encore du temps avant que, pour moi, elles resteront, elles sont là, elles vont rester les annonces un moment, mais c'est juste que peut-être on a encore un beau potentiel d'amélioration, tu vois, de ces annonces. Tiens, bah justement, on va demander à nos participants ce qu'ils en pensent. En parlant de l'annonce, alors non, c'est pas la bonne. Je vais réveiller. Vous allez commencer à répondre, vous êtes plus rapide que moi. Vos offres d'emploi, voilà. Que pensez-vous de la qualité de vos annonces? Est-ce qu'elles sont au top? Est-ce qu'elles sont dans la moyenne? Est-ce qu'elles sont pas top? Objectivement, ouais. Alors, objectivement, hein, c'est anonyme, j'ai pas les noms des personnes qui répondent. Enfin, pas tout de suite. Après, je les aurai. Mais non, en live, personne ne voit qui répond à quoi. Ah, quand même, hein, 8% elles sont au top, ok. On a dit objectivement. Ouais, non, ça va, en vrai, ok. Il y a une tendance à l'amélioration quand même. Ouais. Ouais, elles sont dans la moyenne, elles sont pas top. Je vous laisse répondre, on a une centaine pour l'instant. Vous êtes la moitié à avoir répondu. Allez, fin du vote. Partage, ouais, elles sont top, 9%. Elles sont dans la moyenne. Bah, la moitié, en fait, pense que les annonces sont dans la moyenne. Et puis, elles sont pas top, 9%. Il y a quelqu'un qui nous dit, surtout avec l'IA, pas mal à faire pour les mettre au super top. C'est sûr que ça peut aider. Pour notre part, nous venons de les retravailler. Et Elisabeth nous dit, l'amélioration est toujours une priorité pour nous. Qu'est-ce qu'on met dans cette annonce en 2024 Qui a envie de nous dire un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui d'une bonne annonce? Karim? Bon, bah, il y a des points clés hein, quand même, hein, les copains. Un des points, mais qui revient tout le temps, et je pense que c'est compliqué en vrai de pas du tout aborder le sujet, bah, c'est l'oseille. De toute façon, ça revient tout le temps aujourd'hui. Il y a très peu d'annonces qui donnent des vraies infos sur l'argent. Là, du coup, on est quand même en période de crise. Enfin, tu vois, on est un peu toujours en période de flottement et de crise. Bah, les candidats, ils veulent avoir des infos sur l'oseille, même si c'est juste une fourchette. Mais je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des infos clés dessus. Voilà, il y a plein de choses dans le chat. Mais ouais, il y a des réactions, tu vois, la REM, le tutoiement pour de la proximité, transparence, avantage pour le candidat de nous rejoindre, la REM, encore une fois. Mais ouais, après, le tutoiement, c'est marrant parce que nous, on a diffusé une offre d'emploi en décembre et je me suis pris des mails en disant oui, toi, Christophe Pat, tu tutoies les candidats. Bah ouais, en fait, je recrute des marketeurs, donc je ne vais pas les vous voyer. Et puis chez moi, je vous vois personne, donc j'adopte le style qui est dans l'entreprise, en fait. Mais tu as des gens que ça choque, en fait. Bien sûr, mais tu as toujours des gens que ça va choquer le tutoiement, tu as toujours des gens que ça va choquer le mouvement. De toute façon, c'est quelque chose qui est très, très... Et ça permet de définir aussi ta cible. Je pense que ça en fait partie, en fait, comment tu vas t'adresser, les mots que tu vas choisir, le ton utilisé, il est hyper important et il n'y a pas de bonne formule d'ailleurs, hein. Il y a juste une formule qui correspond à ce qui se passe dans l'entreprise une fois qu'ils y sont, tu vois, parce que tu vas avoir une entreprise peut-être plus corporate, etc. Il peut y avoir des liens, il peut y avoir vraiment un bon relationnel, mais on reste sur un vouvoiement
Et c'est comme ça, et tout le monde est à l'aise comme ça, suivant le type d'industrie, de profil qu'il y a. Et c'est très bien. Et c'est OK aussi de les approcher avec du vouvoiement. Le tutoiement, c'est pas forcément aussi la recette miracle. Parce que des fois, tu peux avoir l'exemple inverse d'un tutoiement dans ton annonce et tu dis ah très cool et tout, et en fait tu arrives dans la boîte et c'est hyper carré, tout le monde est austère, c'est assez froid. Bah, du coup tu dis mais en fait le tutoiement dans l'annonce c'était juste pour faire beau et attirer des gens comme moi. Donc il faut aussi que ce soit vrai. De toute façon ça je pense que ça vaut pour le ton, ça vaut pour les infos dans le truc, ça vaut pour le projet aussi, le contexte de l'entreprise, le projet. Si tu fais miroiter des choses, je pense que c'est Steve qui tout à l'heure mettait on parle vrai, point d'exclamation. Moi, je pense qu'il a résumé tout ce qu'il faut mettre dans une annonce en fait. Parce que on est là à dire oui, il faut travailler ta marque employeur, être sur les bons canaux, attirer de la bonne manière, communiquer, faire des vidéos, et on a tous raison. Je pense qu'il faut faire ça, mais par contre, si tu t'éloignes de qui tu es vraiment en tant qu'entreprise, quelle sera l'expérience après l'embauche, on est tous d'accord pour dire que tu es sûr que tu vas droit dans le mur et que tu vas dépenser une fortune parce que tu vas devoir recommencer ton recrutement dans quelques semaines, c'est sûr. Alors, l'annonce, ça reste quand même un des fondamentaux de base parce qu'une entreprise qui n'aurait pas d'argent pour bosser avec Karim ou pour créer des contenus vidéo qui peuvent coûter de l'argent ou pas, on peut aussi faire du contenu vidéo maison. L'annonce, c'est quand même la priorité des priorités à retravailler et ça marche. Nous, quand on recrute, on fait juste une annonce. On ne s'amuse pas. Alors évidemment, j'ai forcément un profil LinkedIn un peu étoffé et les gens savent très bien ce que je fais. Donc ça aide. Mais c'est l'annonce qui drive. Je vous l'ai mis si vous voulez jeter un œil à ce qu'on met, nous, en priorité dans une annonce. Je vous la montre rapidement et après, on passera vraiment à la création de contenu. J'ai mis ça ici, la dernière annonce qu'on a mise, juste pour vous montrer les sections. Donc, nous, on démarre, on commence par parler au candidat, ce qu'il va faire dans l'entreprise, en quoi ça consiste, les principaux objectifs. Je vous la montre pour vous expliquer quelques tips après. Présentation de la future équipe, l'expérience souhaitée, mais nous, en fait, on s'en fout un peu de l'expérience, parce qu'on sait que de toute façon, on va accompagner les candidats dans le job. Comment réussir dans le job? Bon, là, on est plus sur des compétences comportementales et un peu de compétences techniques. Après, comme l'a dit Karim, forcément le salaire ou une fourchette. Et là, vous voyez, je ne suis pas dans le haut de la fourchette pour un poste de content marketing junior. Modalité de télétravail. Et puis, je trouve hyper important, c'est quoi le process en fait? Donc, hop, comment tu postules, ce que tu vas devoir faire. Chez nous, il faut passer des tests. Alors, petite pub pour Assess First, mais nous, on fait passer les tests Assess First dès le départ. C'est-à-dire que si tu ne les passes pas, tu ne peux pas candidater chez nous. Et puis ensuite, tu as 2 étapes, entretien avec un manager et puis un entretien avec moi. Et terminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je discutais avec pas mal de gens ces derniers temps qui me disaient « Ouais, nous, les annonces, on aime bien qu'elles soient concises, directes. » Alors que moi, je suis plutôt dans le sens inverse, à dire « Moi, mon annonce, si elle doit faire 2 pages, elle fera 2 pages. Mais par contre, le candidat, une fois qu'il l'a lu, il sait exactement où il va, ce qu'on attend, combien il va gagner, comment va se dérouler le process de recrutement. » Je pense qu'aujourd'hui, ça marche. Cette annonce, on l'a diffusée un lundi matin. Je l'ai stoppée le mardi midi parce que j'avais déjà 90 candidats. Et moi, je suis une TPE. 90 candidats, ça me suffit. Je n'ai pas le temps de traiter. Donc, ça marche très, très bien, en fait. Et je pense que parce que des postes de content manager, on a diffusé ça sur LinkedIn, pour être transparent, et il y en a des centaines. Pourquoi ça marche? Parce que je pense que quand l'annonce est bien rédigée, vous augmentez largement vos chances de succès. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien? Ouais, je pense qu'il y a un truc important, c'est que souvent il y a un amalgame entre faciliter l'acte de la candidature et rien mettre comme info clé. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas essayer de faire en sorte de faciliter l'acte de la candidature, d'avoir des call to action, une candidature simplifiée avec LinkedIn, avec Indeed, avec le job board en question, ou sans CV, ou je ne sais quoi, ou par WhatsApp, peu importe. Ça, c'est bien. C'est nécessaire aujourd'hui. Qui ne doivent pas se créer un profil candidat et tout ça. Mais par contre, c'est hyper important de mettre les bonnes infos et de passer le temps
de mettre les bonnes informations sur ton annonce, sur ton site carrière, de partout, où tous les points de contact du candidat, parce que de toute façon, il ira chercher cette info-là. Donc, ce que tu mets, toi, par exemple, dans ton exemple d'annonce, c'est hyper important parce que épurer le propos, c'est sûr. L'adapter à ton audience, c'est primordial, mais il faut garder des infos. Parce que si je ne mets pas cette partie contexte, et je pense que l'ordre de ton exemple est bien choisi selon moi, et je ne dis pas ça parce que je suis sur ton final, mais en vrai, c'est bien choisi parce que moi, en tant que candidat, c'est le premier truc que je veux savoir, c'est OK, qu'est-ce qu'il y a concrètement pour moi dans ce job-là? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de lire tout le reste? Si ça ne correspond pas à moi, ben, j'arrête de lire. Et comme ça, je suis fixé. Tandis que si tu tapes à chaque fois le « je suis leader dans mon secteur », c'est embêtant parce que je vais avoir mes infos clés, en général, elles sont juste à la fin. Et je vais avoir le salaire et le projet et la job description, vraiment exactement quelles sont les tâches. Donc là, dans cet ordre-là, je pense que tu épures un maximum. Alors, il y a Steve qui est fan de moi, je pense, qui dit « Je pense que ton rayonnement aide beaucoup, Christophe. Les candidats vont creuser, mais ils ont déjà acheté l'entreprise. L'annonce est alignée avec ce que tu véhicules, qualité, organisation, structurée. » Bon, je vais faire un peu exprès de diffuser cette annonce. Il ne faut pas parler comme ça à Christophe, sinon c'est Non, fini. Mais volontairement, pour montrer une chose, c'est qu'elle fonctionne parce que j'ai aussi une visibilité. Moi, en tant que, entre guillemets, influenceur de ma marque. Et donc, c'est une bonne transition pour LinkedIn. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il ne suffit pas de diffuser effectivement une annonce. Encore faut-il avoir l'image qui colle à l'annonce, que ce soit une réalité éprouvée, ressentie par le candidat. Et du coup, on va passer à la partie quel type de contenu créer justement pour améliorer cette image de l'entreprise, cette marque employeur ou cette image de marque au sens large. Et Karim va nous expliquer, nous donner quelques exemples. Tu m'avais envoyé, Karim, un exemple. Ouais, je t'avais envoyé des trucs que moi j'avais vu, que j'avais spoté, que j'avais bien aimé. Alors, j'ai pris celui-ci. Ouais. Bon, alors c'est marrant juste sur cette partie, je ne sais pas si c'est le cas de ceux qui nous suivent là sur ce live, mais pareil, j'ai vu popper de plus en plus de pages sur Instagram, genre Decathlon Talent, EY Recrute. Ok, on voit que Instagram, c'est devenu aussi un beau pool, un beau vivier qui permet justement de publier du contenu. Donc là j'ai pris Decathlon, qui est quand même une belle référence en termes de marque employeur. Ils sont quand même très forts, hein, des copains de chez Decathlon. Et là, du coup, l'exemple que je t'ai trouvé, c'est un... Comment on appelle ça, Christophe? Tu sais, l'espèce de gris comme ça. Oh, je sais plus, en plus, je te l'ai repiqué, j'en ai fait un ce week-end. Quelqu'un sait comment des mots cachés, en fait. Mots cachés, mots fléchés? Ouais, oui. je pense que c'est ça. Mots mêlés, nous dit Angélique. Mots mêlés, très bien, mots mêlés. Merci. Là, c'est hyper sympa parce qu'en plus, tu as un petit côté jeu. Merci beaucoup, les copains. Je vois que tout le monde répond dans le chat. Mais là, c'est hyper intelligent parce que du coup, ça fait jouer les gens. Donc, toi, tu es là, tu te mets devant la publication, tu te dis, alors, du coup, c'est quoi le premier job sur lequel je tombe? Il y en a plein dans la grille, tu le commentes en commentaire. Je trouve ça hyper smart. Ça fait du coup réfléchir. C'est en même temps les jobs que propose aujourd'hui Decathlon. Bon, bah, c'est plutôt intelligent. Cette espèce d'effet là, ça permet vraiment de rayonner et de faire en sorte que les candidats, les gens qui te suivent sur la page, en plus, sont un peu actifs dessus. Bon, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai vu le RH en haut à droite. Forcément, c'est la déformation professionnelle. Mais ouais. Donc ça, typiquement, c'est un bon exemple. Ça, typiquement, c'est un exemple qui est intéressant. Mais on peut en trouver plein. Là, on a pris l'exemple d'Insta, on pourrait aller de Decathlon, on aurait pu aller sur la page de Blablacar ou même de EY. On se rend compte que même les boîtes aujourd'hui qui sont sur des secteurs qui sont très formels, le conseil, hein, par exemple, aujourd'hui, on voit effectivement ce type de page se créer et puis ce type de contenu se faire. C'est bien que les boîtes ont besoin aujourd'hui de communiquer. Elles savent, hein, tout le monde passe sa live sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, peu importe, hein, globalement. Donc, c'est hyper important aujourd'hui d'être présent, au moins, pas partout, hein, mais au moins sur un de ces réseaux. En fonction de ta cible. En fonction de ta cible, tout à fait, exactement. Donc, on revient au persona. Il n'est pas question de diffuser sur TikTok et ou sur Insta et ou sur LinkedIn si tu n'as pas identifié où était ta cible.
Tout à fait. Et puis, pour le coup, alors on a tous tendance à vouloir être partout. Je préfère qu'on soit sur un ou deux trucs, mais vraiment bien, ok, plutôt que d'avoir 48 pages où au final tu es actif nulle part. Tu recycles tes contenus en mode à l'arrache, donc il y a nulle part où ça fonctionne. Enfin, tu vois, je préfère qu'on prenne le temps. Qu'on prenne le temps. Tu dis ça parce que j'ai commencé à recycler sur Insta. Même on recycle tous. Il y a des trucs sur lesquels c'est facile de recycler, mais les Ouais. trucs sur lesquels, bon, c'est bof, quoi. Ouais, c'est plus compliqué, tu t'adresses pas à la même, au même persona, tout simplement. Sur Decathlon, j'avais trouvé une petite vidéo aussi, cette fois-ci, sur leur site carrière. Ouais. Et je trouvais ça intéressant aussi en création de contenu. Je vous montre. Vas-y. C'est justement sur comment on recrute. T'es sportif, t'aimes le sport, tu veux rejoindre une équipe dynamique, tu te demandes comment on recrute chez Decathlon, tu sais pas quand tu dois relancer le recruteur, tu sais pas si t'as obligatoirement besoin d'une lettre de motivation, eh bien accroche-toi parce que j'ai quelques astuces pour toi. Première étape, tu peux retrouver tous nos conseils et toutes les informations sur l'entreprise et ça se passe juste ici sur recrutement.decathlon.fr. Deuxième étape, une fois que t'as postulé en ligne avec ton plus beau CV personnalisé et que tu nous as montré ton côté sportif, tu reçois une petite notif pour t'assurer qu'on a bien reçu ta candidature. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, on a regroupé tous nos petits tips dans notre page conseil. La troisième étape, c'est la présélection. Donc sois prêt pour un petit appel téléphonique par le recruteur. Quatrième étape, soit on te propose un entretien en physique, soit un entretien avec plusieurs collaborateurs en mode sportif. L'objectif, c'est d'apprendre à te connaître et savoir qui se cache derrière ton CV. Alors n'hésite pas à mettre en avant tes expériences et si t'en as pas beaucoup, c'est pas grave. Parle-nous de ton sport, ta personnalité. Chez Decathlon, on recrute plus des personnalités que des diplômes. Il est possible qu'on te propose un deuxième entretien. Donne tout, t'es presque sur la ligne d'arrivée. Et la dernière étape, c'est ton recrutement. Ça y est, t'as franchi la ligne d'arrivée. Tu fais maintenant partie de la team Decathlon. Plus qu'une chose à faire, laisse. Voilà. L'idée, en fait, c'est que on a des contenus comme ça qui sont créés sur les réseaux et quand on arrive sur le site carrière de la marque, on va retrouver la même ambiance, en fait. Et ça, c'est hyper important. Il ne suffit pas de créer des contenus sur Insta, sur LinkedIn, etc. Une fois qu'on a capté le candidat, il faut qu'il arrive dans un environnement où il va retrouver les mêmes codes, en fait. Je t'entends pas, Karim, ton micro est coupé. Pardon. Et juste, je disais, là, sur cette vidéo, ce que je trouve hyper bien, c'est que les candidats, il y a toujours du stress. Tu es toujours stressé quand tu vas démarrer le processus de recrutement. Tu sais pas, tu dis, est-ce que j'ai un entretien, 2, 3, avec qui, est-ce qu'il y a des tests? Dès que tu vas parler du processus de recrutement, alors toi, tu l'as mis dans l'annonce, c'est canon. Le fait d'avoir une rubrique dans l'annonce, c'est marqué le processus de recrutement, ce sera ça. Et là, avoir une vidéo qui est dédiée où on te donne des tips, on te dit où chercher les tips, on te dit comment ça va se passer et tout. Voilà, c'est waouh, là, franchement. Mais de toute façon, Decathlon, on les aime. Decathlon, au niveau marque employeur, ils sont vraiment top. Est-ce que vous êtes présent, vous, déjà, sur les réseaux sociaux dites-nous un peu si vous créez des campagnes particulières, si vous diffusez du contenu dans le cadre de vos campagnes de recrutement. Steve nous dit, limite, ils ont créé une FAQ interactive. Bah ouais, c'est un peu ça. Quand vous allez sur leur site carrière, il y a la vidéo et ensuite, vous allez retrouver tous les tips un à un qui sont détaillés. Alors, qu'on soit bien d'accord sur un point, Decathlon le fait parce que Decathlon peut le faire aussi. En termes de moyens, ça coûte un peu d'argent, ce qu'ils ont fait. Ça donne les mêmes chances à tous les candidats aussi. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Decathlon, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans cette démarche. Les premières vidéos, elles sont apparues il y a 10 ou 15 ans. Alors, principalement LinkedIn, bon, ok, un peu de TikTok, YouTube, Insta, Facebook. Ok. Mais là, en majorité, ce matin, plutôt LinkedIn et Insta. Et du coup, deuxième question. Vous créez quoi en fait? Vous diffusez quoi? Alors, quel type de contenu pour vos campagnes? Juste l'annonce de recrutement, des vidéos, des posts sur les réseaux, des podcasts ou autre chose que vous pouvez me citer en commentaire dans le chat.
Ouais, il y a Elisabeth qui souligne le fait que pour eux, la difficulté, c'est de faire partie d'un groupe international et chaque pays, finalement, a des candidats et des attentes différentes. Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient souvent, même des entreprises qui me disent ouais, on ne peut pas utiliser la page entreprise sur LinkedIn parce qu'on est un groupe international. Donc, nous, en France, on a le droit de diffuser qu'un post tous les 15 jours. Donc, ça, j'ai entendu plein de fois. Mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter de penser que la page entreprise a un quelconque impact sur LinkedIn, sur vos recrutements. Moi, je pense qu'elle en a de moins en moins et que c'est plus vos collaborateurs, vos collaboratrices qui vont porter le bon message. Donc, ça peut être l'équipe RH, ça peut être l'équipe recrutement et ça peut et ça doit surtout être les équipes qui vont accueillir les candidats qui prennent la parole. Donc, je pense que c'est ça la vraie force, en fait. Karim, quand il communique via un profil perso. Il n'a pas créé une page Find Your Way où il balance. Même si tu l'as créé, ce n'est pas ça qui capte le plus d'impression. C'est pas ça qui fait la diff. Je suis d'accord avec toi. Les 3 premiers avec des interviews de personnes qui travaillent chez nous. Ouais, ça, c'est bien. OK. Bon, ce qu'on retrouve souvent, le témoignage simplement salarié, qui est une chose peut-être basique, mais je pense essentielle, le témoignage interne que vous allez pouvoir diffuser. Et Adrien, je pense que tu es d'accord avec ça, même diffuser et héberger sur votre site carrière. Parce qu'un site carrière statique qui ne présente pas en fait des situations de job, ça a assez peu d'intérêt en fait. Ouais, la distinction à faire entre site carrière et liste des jobs. Parce que souvent, c'est une liste de jobs. C'est vrai. Mais alors là, juste pour finir sur ce sondage, la plupart des contenus qui sont diffusés, basiquement, c'est juste l'annonce de recrutement. On voit un peu de vidéos et un tiers qui nous disent des posts sur les réseaux sociaux. Moi, si j'ai juste un petit conseil sur juste l'annonce de recrutement, c'est très cool de reposter, les amis, vos annonces sur les réseaux quand vous faites des campagnes, mais juste pensez à l'adapter, le format annonce classique qui est un peu long, qui est bien rédigé, comme l'a montré tout à l'heure Christophe, c'est très cool quand c'est une vraie offre d'emploi. Quand vous allez sur Insta, n'hésitez pas à faire un truc un peu visuel, donc on est sur le format carré, quelque chose d'un peu visuel, quelques pages, 2-3, avec du coup les infos clés majeures dessus. Parce que si en gros vous prenez juste tel quel l'annonce en mode avec plein d'infos dessus, personne ne va la lire, ça marchera jamais. Et je donne un autre tips, mais sur TikTok, le format justement carousel avec plusieurs images, c'est un format qui marche de mieux en mieux. Donc pourquoi pas essayer effectivement d'en publier aussi, un format un peu, vous designez le truc, vous allez juste sur Canva, même si vous avez un compte gratuit, ça suffit. Vous faites quelques petites slides avec la charte de l'entreprise, le logo, le code couleur et tout. Et ça, pour le coup, c'est plus stylé que juste faire une annonce en mode long. Juste pour rebondir, dans le chat, vous connaissez Canva, oui ou non? Est-ce que vous l'utilisez en fait? Tu sais, il y a connaître et puis il y a utiliser quand on est RH ou recruteur, qui n'est pas du tout la même chose. Non, t'as raison. Je me suis emballé, t'as raison. Je fais demi, je reviens en arrière. Tout le monde connaît en tout cas. Il y a quelques noms. Ce que j'allais dire, il y a quand même quelques noms, je me suis emballé. Qu'est-ce que tu conseilles, Karim parce que bon, toi, tu fais des super campagnes, mais on l'a dit, ça nécessite déjà un budget. Qu'est-ce que tu conseilles à une boîte, une PME par exemple, qui voudrait commencer mais qui n'a pas forcément de budget? Qu'est-ce que tu peux créer en interne qui ne demande pas forcément un gros budget, de gros moyens, pas forcément beaucoup de temps? Tu vois, là, on parlait de Canva, mais pour moi, c'est le meilleur exemple. Là, les amis, je vous donne un tips, 0 €. Enfin, vraiment, ça coûte rien, juste le temps que tu vas passer dessus. Mais sur Canva, tu as plein de templates, il y a plein de modèles. Tu as des modèles qui sont en format story, donc vraiment en mode rectangle vertical. Tu as du format Insta qui est déjà carré. Bref, tout est déjà
tout est déjà prêt, tu insères juste ton logo et ta charte graphique et tu peux déjà commencer à te créer du contenu. La vidéo, ça marche de mieux en mieux et franchement, on n'a pas besoin. Moi, je fais des campagnes du coup avec un DA, un vidéaste, un truc qui sont un peu plus poussés, mais juste tu prends, tu prends ton iPhone, en fait, ce genre de contenu un peu snack, un peu rapide aussi, on voit aussi, hein, par exemple, sur TikTok, les contenus qui buzzent de ouf, bah, c'est les contenus qui sont faits en mode à l'arrache, le téléphone est posé, tu as une petite musique derrière vite fait, et en fait, ça fonctionne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de voir du coup quelle typologie d'infos tu veux pousser. Identifie des ambassadeurs en interne, des gens qui seraient hyper contents, qui ont envie et qui seraient contents de communiquer du coup sur tes besoins. Et après, il faut juste se lancer. Il y aura peut-être des flops, les copains, mais en vrai, c'est pas si grave, hein. Avant que ça fonctionne, il faut peut-être qu'il y ait des moments où ça fonctionne moins. Et puis, go. Ouais, et puis ça, faut vraiment pas stresser par rapport à ça. J'en discutais la semaine dernière avec un mec qui me disait, ouais, mais tu te rends compte, si je fais un post et qu'il y a 3 likes, je vais avoir la honte. Je lui dis, mais la honte de quoi, en fait? Je lui dis, moi, des fois, j'ai des posts qui font 20 likes et je m'en fous, en fait. C'est pas grave. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'est pas parce que j'ai 20 likes que ça n'a pas été vu. Tu le sais, toi, Karim, des fois, on n'a pas beaucoup de likes et on a un max d'impressions quand même. Donc, il n'y a pas que l'interaction directe qui a un impact, en fait. Donc, c'est pas grave. Et puis, un post, c'est un post, quoi. C'est pas... Pas mal de solutions IA pour la création de contenu en tout genre. Oui, c'est sûr qu'on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour accroître la création de contenu. Enfin, pas pour faire les contenus en tant que tels, mais peut-être pour brainstormer avec une IA. Des fois, c'est assez sympa pour avoir des idées qu'on n'aurait pas eues ou qu'on n'arrive pas à formuler. Après, moi, je ne suis pas très chaud de faire rédiger intégralement par une IA. C'est quand même un peu... Mais aujourd'hui, c'est hyper utilisé. Même Adrien crée des contenus. Tu veux nous en parler? Même Adrien. C'est vrai. Parce que, en fait, toi, dans ton job, tu le fais. Et en fait, pousse les RH aussi à le faire. Tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour montrer l'exemple par rapport à tes clients. Ouais. Et de toute façon, s'il y a l'élément central de tout ça, tu le disais toi tout à l'heure, j'ai passé mon message, peu importe comment ça mord au bout ou comment ça réagit, j'ai passé mon message, mais c'est un peu ça parce que moi, en fait, c'est par rapport aux discussions qu'on peut avoir quotidiennement avec les professionnels RH ou avec les dirigeants d'entreprise. Il y a des choses qui spontanément, tu te dis, mais en fait, il faut qu'on en parle de ça parce que c'est un truc, moi, ça me brûle d'adresser ce sujet-là. Et du coup, je vais faire un petit post là-dessus de ce qui me vient par l'esprit. Mais justement, pour faire le parallèle par rapport à ce qu'on disait sur comment tu utilises l'IA, etc. Donc, moi aussi, pareil, je vais l'utiliser peut-être pour cadrer ou pour essayer justement d'aller un step un peu plus loin où je lui propose, mais j'ai déjà mon sujet, j'ai déjà mon truc dont je veux parler et je veux soit me le structurer, soit avoir des bullet points et un peu, vu que je suis pas forcément la personne la plus structurée, mais par contre j'ai des idées, donc du coup je m'en sers en garde-fou et c'est vachement bien ça, et ça marche plutôt bien. Mais je pense que c'est la même chose quand tu vas attaquer ta communication auprès de ton public. Donc, tu as défini ta persona, tu as brainstormé, tu sais qui tu dois adresser, comment et ce qu'ils ont envie d'entendre. Et de toute façon, il n'y a personne qui saura mieux les adresser que toi et tes collaborateurs. Donc, de ne pas hésiter aussi à inclure ses propres collaborateurs, les N+1, les managers de terrain, suivant les activités, etc. Eux, ils savent comment ça va se passer dans le métier au quotidien, qu'est-ce que c'est que d'être dev, que d'être ingé, que d'être mécanicien. Eux, ils sont sur le terrain. Donc, de ne pas hésiter. On parlait tout à l'heure d'ambassadeur aussi, mais justement, c'est ambassadeur en communication externe, oui, mais c'est dès la création de cette persona, c'est dès la création de ces plans de communication-là. Ce n'est pas juste l'affaire du marketing ou de la com ou de l'équipe RH isolée. L'idée, c'est de faire comprendre, au même titre que le recrutement, que c'est vraiment l'affaire de tous, quoi. Le manager, c'est le premier qui va être impliqué dans les répercussions positives que ça peut avoir aussi sur lui. Et je pense que de les responsabiliser aussi, les managers, sur ce type de projet-là, c'est important. C'est une question de posture aussi, tu vois, parce qu'on voit finalement assez peu de managers aujourd'hui être présents sur les réseaux et contribuer justement à l'image de marque, alors que
pour avoir, par exemple, discuté avec des managers dans l'hôtellerie, les mecs me disent, bah ouais, moi j'ai mon réseau de candidats que je suis depuis 15 ans, mes anciens, je les rappelle, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas pris le pli de le faire via les réseaux sociaux, alors qu'ils le font très bien, de façon, j'allais dire, presque communautaire, via des rencontres. Donc, il y a peut-être aussi un déclic à avoir sur le fait que oui, aujourd'hui, c'est digitalisé, il faut y aller. Parce que plus vous allez attendre, bah, plus vous allez être dépassé et ça deviendra de plus en plus dur de prendre la parole et d'être visible sur les réseaux. Je rappelle quand même que sur l'ensemble des réseaux sociaux, il y a environ 1% de créateurs pour 99% de personnes qui se contentent de regarder. Donc il y a vraiment de la place à prendre aujourd'hui. C'est pas difficile. Alors comme le disait Karim, effectivement, si pour vous faire un post, c'est prendre votre offre d'emploi et faire un copier-coller en disant ici on recrute ou je recrute ou je ne sais quoi, ça sert à rien. Vous êtes 10 000 à faire ça. Personne n'a envie de lire ça en fait. Faites-en un post. Plutôt que de dire on recrute et de balancer votre offre comptable à Gennevilliers ou je ne sais où, parce que c'est ça qu'on voit passer tous les jours, faites un post en disant si, comme Karim, vous voulez avoir un job, blablabla, vous racontez l'expérience d'un collaborateur qui tient le même job, par exemple, ou vous le faites parler dans un petit short vidéo. Un short vidéo, ça vous coûte juste le fait d'avoir un téléphone. Hein. C'est très rapide. Et il faut aussi se dire que ces types de contenus, en fait, même si Karim fait, par exemple, des contenus très léchés, très propres, très visuels, très impactants, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire des contenus plus maison. Moi, j'aime bien les contenus maison, plus vrais, un peu, tu vois, où la personne va se planter sur un mot. Enfin, j'aime bien le truc qui fait vrai. Donc, ça coûte rien, en fait. Ça coûte l'implication de vos collaborateurs qui vont être OK pour jouer le jeu. Et ce qui est un bon signal, parce que si les collaborateurs sont OK pour jouer le jeu, bah, c'est que vos messages sont bons, réels, et que vous n'êtes pas en train de vendre du vent. Donc, c'est un réel impact. C'est hyper important de créer, de pas créer une dissonance entre ce qu'on va créer au niveau du contenu et ce qu'on va réellement mettre en valeur auprès des candidats. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut créer vraiment une stratégie. Alors oui, on parle de stratégie marketing, mais stratégie de recrutement et de marque employeur et tout mélanger pour faire quelque chose de réel et mettre en avant les valeurs de l'entreprise et ce qu'on a envie de véhiculer. C'est hyper important. Aujourd'hui, oui, on parlait des job boards, ça reste le canal privilégié des candidats. 97% des candidats nous le disent, mais si vous voulez avoir les bons candidats et ensuite pour les trier et avoir le bon recruté, c'est hyper important de construire toute cette stratégie de contenu. On parle des candidats actifs sur les job boards, mais on ne parle pas assez des candidats passifs qui sont autre part et qu'il faut aller capter et aller chercher autrement. Et en fait, c'est tout l'objet de ce webinaire, finalement, c'est d'aller les capter et de leur dire qui on est. Si on est une TPE, une PME ou un grand groupe, peu importe. Il y a plein de techniques et plein de choses avec des petits budgets, des grands budgets, plein de choses à faire hyper intéressantes. Et en fait, chacun peut très bien créer, avec Canva, on en a parlé, mais avec plein d'outils, des contenus qui vont parler aux candidats et qui vont aider peut-être localement sur je sais pas, une petite ville à Tourcoing, on a un chauffeur à recruter, et ben en fait, c'est du ultra local qu'il faut faire, en fait. Donc, si on n'a pas réfléchi en interne d'abord à toute cette stratégie de contenu, derrière, elle ne sera pas efficace. Et c'est ça qui est important. Chez nous, chez Le Bon Coin, on a tous les univers de moments de vie. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant. Ces moments de vie-là, on peut essayer de capter les bons candidats et aussi aller les retoquer
avec de l'extension d'audience sur différents supports, Snapchat, tout l'univers Meta, YouTube. On parlait de la vidéo, c'est hyper intéressant. Et en fait, on va aller capter les candidats qui sont sur le Bon Coin, qui sont sur leur petit moment de vie, un étudiant qui cherche un appartement, par exemple, et derrière, on va aller le capter sur YouTube parce que il faut 8 expositions, on revient sur le début, à la marque employeur. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est de créer du contenu pertinent et d'aller trouver les bons moments de vie du candidat pour lui en parler. Ouais, c'est exactement ça, hein. Et il y a le sujet qu'on n'a pas trop abordé pour l'instant. Je vois qu'il est déjà 11h50. Adrien, sur la partie feedback qui te tient à cœur, et puis on en avait parlé avec Karim, hein, le feedback, c'est quand même un des points, les glaces d'or, les trucs, c'est la flip pour toutes les entreprises. Comment on régule ça? Comment on fait pour... parce que toutes les entreprises, à un moment donné, vont avoir un avis négatif. Je veux dire, ça n'existe pas une boîte qui a que des avis positifs. Et c'est même sain, c'est même normal. Et c'est sain parce que ça arrive à tout le monde. Ça peut être un mauvais jour, ça peut être un mauvais alignement de planète, ça peut être plein de choses, mais surtout, ça rend les choses beaucoup plus crédibles, beaucoup plus réalistes. Comme tu disais tout à l'heure, tu aimes bien avoir quelqu'un qui... La petite imperfection, le petit truc, tu butes sur un mot, c'est la même chose en fait. Ça rend aussi l'entreprise plus humaine, c'est pas un problème. Au contraire, tu sais, quand tu vois une boîte qui a juste 10 avis et 5 étoiles et tout est parfait, et tout est nickel, il n'y a rien qui dépasse, en général, c'est qu'il y a un truc quelque part. Tandis que si tu vois une boîte qui a 100, 200, 300 avis et qui a 4,4, 4,5, admettons, et des fois même des très mauvais, des fois des... ça rend le truc un peu plus... Mais ça... de toute façon, on sait tous, on a tous notre libre arbitre en tant que consommateur d'Internet en général, sur les plateformes de e-commerce sur lesquelles on va tous. Quand tu vas comparer les feedbacks, les avis, etc., on va juger un peu de la même manière. On a l'habitude de cette gymnastique-là. On est tous déjà exposés à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui ressort, c'est que le candidat, qu'il soit actif ou qu'il soit passif, parce que très justement, Camille aussi a parlé des candidats qui sont passifs, qui sont la majorité finalement de ces candidats, qui font partie de ta persona, de ton groupe cible aussi, et que tu vas devoir adresser. Eux, le réflexe qu'ils vont avoir aussi, quand ils commencent à avoir, ils ont 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, ils commencent à voir un peu des contenus qui leur sont adressés, et ils vont commencer par aller plus loin et checker un peu ce que tu fais, ce que ta boîte elle fait, etc. Et là, un des premiers éléments qu'ils vont essayer de comprendre pour aller potentiellement plus loin, c'est d'essayer de savoir quelle est l'expérience des collaborateurs en place, des candidats et les vraies infos, pas juste que toi, tu me mets sur un plateau en tant qu'entreprise. Mais ça reste un des critères aussi essentiels pour aller plus loin. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on a internalisé ça dans ce qu'on estime être aujourd'hui la pierre angulaire de ta communication en tant qu'entreprise, c'est vraiment ton site carrière et de pouvoir y afficher en toute transparence les retours d'expérience collectés par tes candidats qui sont passés par le process avant. Et ça permet aussi de garder en fait l'intérêt que tu as suscité. Donc, après tous ces efforts, tu as réussi à créer du trafic, de l'intérêt. Les gens, ils ont été hameçonnés sur ton site carrière. Et l'idée, c'est plus qu'ils partent, en fait. C'est qu'ils aient toutes les infos qui soient les plus cohérentes pour eux, la transparence nécessaire, le projet qui soit assez clair, des choses plutôt dynamiques et de la vidéo, des vidéos qu'ils ont fait avec Karim sur leur dernière campagne, etc., ou des témoignages de collaborateurs. Et que, en fait, toutes tes campagnes que tu as fait dans ta stratégie en inbound, que tu puisses aussi avoir tous ces éléments-là dupliqués au sein de la même page et que ce soit hyper lisible pour tout le monde et que tu aies des objets de conversion parce que ça reste quand même l'objectif final à la fin de la journée, c'est quand même de convertir cet intérêt. Ça peut être oublié dans certaines campagnes. Il y a même des boîtes qui font des campagnes et qui n'ont pas de site carrière. Donc, en fait, ils n'ont pas de point de centralisation de la data. D'ancrage. Du coup, ça ne sert à rien parce que tu perds en ça vol. Va dans la nature. Voilà. Ça va dans la jungle après des résultats d'Internet quand tu vas googler la boîte, d'où l'importance d'avoir au moins cette plateforme-là qui te permet donc qu'elle soit bien référencée sur les moteurs de recherche, que sur Google, quand tu vas googler la boîte ou chercher les avis de la boîte, le site carrière puisse remonter dans la première page, mais aussi que tu aies des vrais objets de conversion au sein de cette page-là, ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire juste un bouton pour aller à l'étape d'après.
Parce que t'en as le candidat A, il a besoin de tout lire vraiment et digérer l'information avant d'être prêt à postuler. T'en as, ils ont déjà peut-être fait ce travail-là en amont et ils veulent juste aller à l'étape d'après pour acheter leur paire de baskets. Ben là, pour aller postuler, c'est pareil. Donc, que tu aies ces points de contact-là de conversion, que tu aies des landing pages aussi, nous, on a un outil de créateur assez puissant en no-code qui permet qu'on met à dispo des entreprises, qu'on épaule aussi si jamais, justement, il y a des grosses boîtes et des petites boîtes. Il y a des boîtes qu'on peut aussi aider à accompagner sur la mise en place de projets comme ça pour éviter aussi certains coûts ou si tu n'as pas forcément certaines expertises, on va t'épauler là-dessus et créer des landing pages dédiées. Donc, comme en marketing sur les plateformes de e-commerce ou les sites, ou peu importe, suivant qui tu vas attirer, de faire des campagnes, par exemple, un peu sous forme de publicité, des campagnes sponsorisées qui te ramènent vers telle landing page ou adapter aussi des sous-sites carrière pour des publics bien précis. Tout à l'heure, on parlait, il y avait une personne qui a commenté, je crois, dans le chat, je fais partie d'un groupe et je ne peux pas forcément faire tout ce que je veux, etc., parce qu'on a différents pays, différents cibles, différents profils cibles. Ben là, du coup, tu crées des landing pages, des sous-landing pages dédiés à chacun de tes profils. Comme ça, tu peux les adresser. Il y en a que tu vas tutoyer, tu vas mettre un truc assez sommaire, d'autres beaucoup plus complets, des vidéos, des choses un peu plus dynamiques, c'est un profil plus jeune, peu importe, mais tu vas pouvoir t'adapter. Et c'est important de pouvoir le faire. Et mêlé à ça, tu mets du feedback. Tu mets du feedback pour l'aider à prendre sa décision rapidement. Ça va être intéressant. C'est un peu la même technique qui est utilisée chez Le Bon Coin, Camille. Par exemple, tu vas recruter un mécanicien, tu as tout intérêt à cibler les personnes qui recherchent une courroie de transmission ou certains types de véhicules dans leur recherche classique sur Le Bon Coin et de leur positionner l'annonce à ce moment-là. On est un peu sur la même ce positionnement au bon moment justement sur la bonne cible. Ça, c'est super puissant comme outil. Exactement. C'est toute l'idée de capter le candidat au bon moment, au bon endroit et avec les bons contenus. Et on parle de l'annonce, on parle de tous ces contenus, mais c'est ça qui va faire que ça va tilter et ça va candidater après derrière. Passif ou actif, le candidat, il a besoin qu'on attire l'œil. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la qualité du contenu, elle est hyper importante. On voit les campagnes de nos clients. Certaines, elles ont exactement le même ciblage et elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Parce que la qualité du contenu, on a beau donner des conseils, parfois, les RH ne prennent pas assez le temps de créer ce contenu-là. Ils pensent que ça va le faire. Il y a un CTA, un click to action qui va être pas assez visible, il va être tout en bas. Et donc, du coup, c'est hyper important de bien penser cette créa pour que derrière, les résultats soient aussi là. Et que ça soit visible et que ça soit intéressant à l'œil du candidat et qu'il se sente à la fois attiré, mais aussi intéressé, surtout par l'annonce ou par la communication qu'on essaye de lui donner. Karine, je vais te laisser conclure. Je vois qu'il est midi. Si tu avais 2-3 conseils à donner justement à nos participants de ce matin qui n'auraient pas encore commencé à créer du contenu, par où ils pourraient commencer en fait? Comment on démarre? Déjà, si on est recruteur, les copains, vous avez déjà plein de choses à faire. Je sais que votre journée est déjà bien remplie avec le recrutement. Pareil, si tu es RH, DRH, sur des fonctions qui sont liées de près ou de loin à du recrutement, essayez de discuter un peu en interne, peut-être aussi avec les copains qui sont côté market et communication. Essayez un peu de t'entourer en interne sur cette partie. Canva, comme je l'ai dit, ça peut être un bon moyen si on n'a pas trop de sous-sous. Déjà pour démarrer un peu de création de contenu, de l'infographie, des choses un peu visuelles, parce que ça marche. D'ailleurs, un des formats qui marche le mieux, dernière enquête métrique cool, et j'ai un peu dans la com sur LinkedIn, ça reste le PDF, ça reste le carrousel. Donc les copains, vraiment Canva, ça doit être votre meilleur ami. Donc si vous êtes recruteur, vous n'avez pas le time, essayez de demander à vos copains côté market et com. Si vous êtes recruteur et que vous n'avez pas le temps, pensez à vous rapprocher évidemment de vos copains ambassadeurs en interne, tous ceux qui ont envie de prendre la parole et de communiquer de manière positive sur la boîte. Essayez de vous rapprocher d'eux. Et puis, encore une fois, la vidéo reste un des meilleurs moyens de faire
à ce que les gens puissent se projeter du coup dans la boîte, dans notre culture, etc. Donc, essayez de le faire. Je sais que ça prend du temps. Là, on l'a dit comme si c'était magique et comme si c'était super facile. On sait que c'est pas facile. Hein. Évidemment, ça prend du temps, de l'énergie et un peu de sous-sous. On y va piano, tout doucement. Mais allez-y sûrement parce que ça changera vraiment votre life pour recruter derrière. Top. Merci Karim, merci Camille, et puis merci Adrien. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver dès demain sur MyRHline. Merci de nous avoir suivis et j'espère que ça vous a donné envie de créer vos contenus. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine. Merci. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.